Bonjour, une intervention américaine en Iran semble pour l'heure écartée. Je dis bien pour l'heure, car avec Donald Trump, rien n'est jamais certain. Et la Maison-Blanche dit suivre de très près la manière dont seront traités les manifestants pour décider d'agir ou pas. Reste qu'en encourageant ces mêmes manifestants à s'emparer des institutions du pays avec la promesse qu'une aide des États-Unis allait leur parvenir, le président américain a pris une responsabilité, celle d'exposer nombre d'Iraniens si vulnérables à l'heure de la répression. Est-ce déjà la fin du soulèvement ou seulement le début? Vous nous donnerez votre sentiment, Shirin Ardakani, avocate franco-iranienne, vous qui présidez l'association Iran Justice. Mais revenons avant cela aux terribles images de ces derniers jours. Plusieurs centaines au moins, peut-être des milliers d'Iraniens sont morts sous les tirs à balles réelles des auxiliaires du pouvoir. C'est l'ultime moyen qu'ont trouvé les mollahs pour étouffer ces cris de révolte d'un peuple à bout de nerfs. Etanaji. Les images reçues et vérifiées par les observateurs de France 24 témoignent de la répression meurtrière qui a lieu actuellement en Iran. Dans cet hangar, à Karizak, en banlieue de Téhéran, des dizaines de dépouilles dans des sacs mortuaires et l'inquiétude des familles qui tentent de retrouver et d'identifier leurs proches. À l'extérieur du hangar, des scènes de chaos. Là encore, des corps qui gisent au sol par dizaines, des scènes insoutenables pour les proches des victimes. Ces corps de jeunes manifestants ont été rapatriés dans cet immeuble de Fardis, dans la banlieue de Téhéran. Ils sont criblés de balles. Il est difficile de recueillir des témoignages. Les autorités ont coupé Internet dans le pays, selon des ONG. Elles font état de plusieurs centaines de morts parmi les manifestants depuis le début du soulèvement. Sous couvert d'anonymat, une citoyenne a accepté de parler aux observateurs de France 24. Nous avons retranscrit son témoignage. Ils ont éteint l'éclairage sur les autoroutes et dans les rues. Ils veulent empêcher les manifestants de filmer. Les membres des forces de sécurité sont armés. Il y a beaucoup de drones qui nous survolent. On voit bien qu'ils nous suivent, même dans les ruelles les plus étroites. Les mêmes scènes de violence à Mashhad, deuxième ville du pays. Sur cette route, les manifestants ont érigé des barricades et affrontent les forces de l'ordre, prêts à en découdre. La répression et la surveillance se sont accrues au fil des jours, dans un pays secoué par une contestation d'ampleur. Shirin Ardakani, vous vous attendiez à ce que ce soulèvement rencontre une telle réponse de la part des autorités iraniennes? C'est pas la première fois que les soulèvements qui s'agrègent, en réalité depuis des décennies, sont réprimés dans le sang. Mais il faut dire que là, le régime iranien atteint une forme d'horreur qui n'a jamais été, je crois, connue depuis la révolution de 79. Elle est inédite par le nombre de victimes. Elle est inédite dans la politique de cruauté qui est déployée. Les scènes que nous avons vues au début du reportage, ces corps qui sont empilés, mais aussi très vite l'acte 2, c'est-à-dire la mise en scène macabre de ces crimes et la façon dont le régime veut véritablement terroriser la population. Partie des revendications autour du coût de la vie, ce mouvement a d'abord été reconnu comme en partie légitime par les dirigeants avant que ne s'abatte la répression. De ce point de vue, la seule réponse autoritaire suffira-t-elle d'après vous à ramener le calme ? Alors déjà, sur la rhétorique du régime iranien, elle a effectivement évolué, mais nul n'est dupe en réalité, puisque dans les premières semaines, l'ayatollah Khamenei a d'abord parlé qu'il faut faire une séparation entre les bons manifestants et les émeutiers, puis 2 jours plus tard, c'est devenu des vandales, et puis le lendemain, c'était des terroristes, et puis enfin, ça devenait de la chair à canon. Donc nous savions que ce scénario-là était prévu. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que cette réponse, qui n'est pas que sécuritaire, qui en réalité est une suspicion de crime contre l'humanité, lorsque vous avez des forces de sécurité surarmées qui tirent à balles réelles avec des armes automatiques sur des manifestants, des civils non armés, eh bien ça porte un nom. En droit, c'est un crime contre l'humanité. Et donc, avec un tel niveau de violence en réalité, ce n'est pas juste une réponse sécuritaire, c'est une réponse criminelle. Les États-Unis étaient à 2 doigts de frapper l'Iran dans la nuit de mercredi à jeudi. Qu'est-ce qui a retenu leurs mains d'après vous ? Je crois que ce n'est pas dans l'intérêt
des États-Unis de frapper. Et je crois qu'ils en ont été sans doute dissuadés. Je ne suis évidemment pas dans le secret des dieux, mais ce que je sais, c'est que l'administration Trump l'a montré dans d'autres régions du monde, que c'est une politique transactionnelle qui guide aujourd'hui les décisions du Pentagone et de Donald Trump, et pas du tout l'intérêt des manifestants iraniens dans une sorte d'empathie révolutionnaire. Donc sans doute qu'il y a des raisons tout à fait concrètes et matérielles qui font qu'aujourd'hui, sans doute, Donald Trump considère que le compte n'y est pas pour lui. Et comme à chaque fois que l'Iran est secoué de convulsions, les répliques se font sentir chez son voisin à l'ouest, devenu partenaire, l'Irak. De quelle manière sont vues ces manifestations à Bagdad, d'où viennent nombre de milices chiites irakiennes, Marie-Charlotte Roupi? Chaque annonce de Washington ou Téhéran est largement scrutée ici en Irak parce que le pays craint d'être entraîné dans un nouveau conflit armé si notamment les États-Unis venaient à intervenir militairement sur le sol iranien. Ils pourraient aussi prendre pour cible des positions sur le territoire irakien, des positions de ces factions armées irakiennes mais proches de Téhéran qui ont réaffirmé leur soutien au régime iranien ces dernières semaines. Elles ont d'ailleurs, selon plusieurs sources, déjà envoyé plusieurs centaines de leurs hommes de l'autre côté de la frontière en Iran pour soutenir le régime iranien face à ce regain de tension. Il y a eu ce vendredi en Irak plusieurs manifestations dans différentes villes du pays en soutien au régime iranien et contre toute ingérence extérieure dans les affaires iraniennes. Toutefois, il y a des voix qui s'élèvent en Irak pour soutenir les manifestants iraniens contre le régime de Téhéran, mais elles ne souhaitent pas forcément voir chuter le régime iranien. Tout le monde se souvient ici du chaos qui a suivi l'intervention américaine en Irak en 2003, et un chaos iranien aurait des conséquences en Irak, notamment d'un point de vue économique, donc pour tous les habitants irakiens, parce que l'Iran et l'Irak sont de grands partenaires économiques, et l'Irak dépend très fortement de ces importations de gaz iranien pour faire fonctionner ses centrales électriques. Chérine Ardakani, la participation à la répression documentée de ces miliciens irakiens du Hashd al-Sha'bi, elle souligne le pouvoir de mobilisation dont bénéficient encore aujourd'hui les gardiens de la révolution à l'échelle régionale. Les gardiens de la Révolution se sont toujours appuyés, puisque constitutionnellement c'est leur rôle, sur ces milices, cet axe dit chiite de la terreur qui comprenait le Hezbollah, le Hamas et cette milice irakienne que vous avez évoquée. Leur rôle, c'est de protéger les acquis de la République et de la révolution islamique. Ils se battront évidemment jusqu'au bout. Ils ont là des soutiens qui sont prêts à attaquer évidemment, et on voit depuis quelques jours dans les rues de Téhéran, puisque la loi martiale a été décrétée il y a 2 jours, ces scènes où effectivement on a ces milices armées, fanatisées, parce qu'il faut comprendre qu'on est dans le substrat même de ces milices, de ces bassidjis et de leurs homologues qui viennent un petit peu de partout de la région, qui défilent sur ces chars, ces tanks, pour montrer qu'ils sont là pour défendre les acquis de la République islamique. Donc évidemment, ces milices, elles sont redoutables, et puis surtout, elles ont opéré sur des scènes et des théâtres de guerre, et elle est accoutumée à la violence, et elle n'a évidemment pas peur de sévir pour réprimer les manifestants. Donc c'est très inquiétant effectivement pour la société iranienne. Ce sont les gardiens de la révolution qui tiennent aujourd'hui le régime, quel que soit le sort de l'ayatollah Khamenei. Il faudra compter avec eux. C'est leur rôle de tenir la révolution, c'est leur rôle de protéger le guide. Ils ont fait vœu de loyauté, allégeance au guide suprême. Alors on dit souvent qu'ils ont des intérêts qui sont parfois contradictoires, ils se répartissent la part du gâteau, et notamment la manne pétrolière qui va tantôt entre les mains des proches de l'ayatollah Khamenei. D'ailleurs, il y a quelques jours, le secrétaire d'État américain a révélé qu'il y avait des capitaux qui étaient en train de fuir le pays. Mojtaba Khomeini, qui est le fils du guide suprême, a des milliers et des milliers de dollars qui sont en train de transiter par Abu Dhabi notamment. Et donc nous savons que ces factions, bien qu'elles puissent être concurrentes, en réalité leur destin est lié, puisque les clercs se reposent sur les militaires, enfin les milices, et les milices servent le guide. Donc en fait, leur issue dépend les uns des autres. En attendant, c'est le blackout. L'Iran a vécu et vit toujours au rythme de l'Internet coupé. Même Starlink est perturbé, Maya Naïsia Tagen.
Et oui, depuis le 8 janvier, l'accès à Internet est virtuellement nul. Vous le voyez ici sur ce graphe. Alors la parade depuis 2019, c'était potentiellement d'utiliser Starlink, la technologie développée par SpaceX de Elon Musk. Et ce système, il est simple, il suffit d'être muni d'un décodeur, d'une antenne pour pouvoir accéder à Internet par satellite. Il y aurait environ 50 000 terminaux en Iran, même si posséder un boîtier, c'est passible de 10 ans de prison. Et cette fois-ci, les autorités, eh bien, elles ont réussi à brouiller le système de Starlink avec 90% environ de ce trafic en faisant ce qu'on appelle de l'interférence active, c'est-à-dire en brouillant les satellites, en saturant leurs canaux. C'est une technologie rare qui pourrait provenir de Chine ou de Russie selon les experts. Alors c'est ensuite mis en place un jeu du chat et de la souris. Starlink a modifié ses fréquences pour essayer de réduire les interruptions de service, mais on a aussi pu observer des brouillages locaux avec des appareils physiques d'une portée d'environ une quinzaine de kilomètres, ce qui permet aux autorités de littéralement éteindre un quartier. Shirin Ardakani, craignez-vous que le pouvoir iranien soit désormais tenté de fermer davantage le pays au monde extérieur? Écoutez, je vois mal comment il pourrait le fermer davantage. Dans la durée. Cela fait plus de 6 jours que nous n'avons pas de nouvelles de nos proches, puisqu'ils ne peuvent pas appeler, ils sont coupés littéralement du monde. D'ailleurs, on a vu cette image effroyable circuler des Iraniens plongés dans le noir, parce qu'il n'y a pas que eu la coupure Internet, ils ont aussi eu une coupure d'électricité, parce que l'idée, c'était véritablement d'avoir cette répression à huis clos, déchaînée, et de les isoler de la face du monde, parce que les criminels ont toujours peur d'une chose, c'est que leurs crimes soient exposés à la face du monde et que nous les tenions pour responsables de ce qu'ils sont réellement. Et donc, cette image de ces Iraniens réunis dans la rue en disant « nous sommes là, nous nous tenons dans la pénombre, sans aucune liaison avec le monde, mais nous sommes debout ». Eh bien, je crois qu'effectivement, le régime iranien va être tenté de poursuivre pour gagner du temps. Il met en scène sa contre-attaque avec sa propagande, y compris, on a vu l'ambassadeur, par exemple, hier soir sur des chaînes françaises, venir faire le service après-vente. Et tout cela, c'est pour gagner du temps, évidemment, et pour sans doute maquiller aussi les cadavres qui ont jonché le sol pendant des jours et des jours. Comment contenir les aspirations légitimes de la jeunesse iranienne à davantage de liberté qui s'est exprimée à travers le mouvement Femmes, Vie, Liberté depuis maintenant 3 ans et demi et la mort de Mahsa Amini? Mais vous savez, la jeunesse iranienne, les jeunes collégiennes qui sont descendues il y a 3 ans, elles avaient 15 ans, et désormais elles en ont 18, elles n'oublieront jamais les images qu'elles ont vues ces derniers jours, de la même façon qu'elles n'oublieront jamais les protestations de 2022. Donc ce régime, il a créé littéralement une génération qui est en rupture définitive avec la République islamique d'Iran, et ces images, ils ne pourront jamais les effacer. Donc la jeunesse, elle continuera de défiler, elle est en train, je crois, de compter ses morts, elle se remettra de ce traumatisme, parce que je crois savoir que les Iraniens, dans les heures qui vont suivre, vont enterrer leurs morts lorsqu'ils ont accès à leurs dépouilles, parce que nous en parlerons peut-être, mais il y a là aussi un chantage cruel et sadique qui s'exerce sur les familles pour récupérer leurs dépouilles. Et quand on aura pleuré les morts, eh bien, je n'ai aucun doute là-dessus, la jeunesse redescendra dans la rue. On a pu voir sur certaines images abondamment partagées sur les réseaux sociaux le nom d'un homme scandé par des manifestants, Reza Pahlavi, le fils du Shah déchu en 1979. Qui est-il et quelle est aujourd'hui sa légitimité? Ludovic de Foucauld nous relate son parcours. Dans certains cortèges, on peut entendre « Vive le roi » ou encore « C'est la bataille finale, Pahlavi reviendra ». Pahlavi, du nom de la dernière dynastie ayant régné pendant 54 ans sur l'Iran avant d'être déposé par l'avènement de la République islamique en 1979. La révolution pousse la famille royale à l'exil. Le fils du Shah a 13 ans et depuis Washington, il est élevé dans l'idée de remonter un jour sur le trône. Mais aujourd'hui, il ne propose que de mener une transition après l'effondrement du régime. Tous ceux qui me connaissent, qui ont lu mes livres et qui ont écouté mes discours le savent très bien. La seule mission que je me suis donnée, c'est celle d'aider mes compatriotes à travers une phase de transition qui permettra enfin de déposer un bulletin de vote pour choisir leur mode de gouvernement. Parmi les manifestants, beaucoup comme les étudiants continuent de scander ni les mollahs ni le Shah. La dictature, la police secrète, la répression violente du dernier roi existent encore dans les mémoires iraniennes. Il y a aussi la question de la capacité de Reza Pahlavi à bénéficier de réseaux capables de mener une révolution en Iran.
Pas facile de faire la révolution par correspondance, d'autant plus que le prince héritier pâtit de sa proximité avec le gouvernement israélien. En cause notamment cet extrait d'une interview à la BBC au moment où son pays était bombardé par l'État hébreu pendant la guerre des 12 jours en juin dernier. Les frappes ne visent pas le peuple iranien. Elles visent à neutraliser la menace que représente le régime. Je ne crois pas que c'était l'intention du gouvernement israélien d'attaquer les civils iraniens. Quels que soient ses plans ou ses soutiens, l'héritier d'un empire plusieurs fois millénaire partage avec la rue de son pays le même espoir de voir un jour tomber la République islamique d'Iran. Shirin Ardakhani, vous lui en voulez à Reza Pahlavi comme à Donald Trump d'avoir appelé à manifester en proposant cet espoir aux manifestants, leur disant que l'aide était en route? Non, mais moi, j'en veux pas du tout à Reza Pahlavi d'avoir appelé. Moi, Reza Pahlavi, il a le droit d'avoir ses convictions politiques, il a le droit pour lui de dessiner un chemin s'il estime qu'il a un rôle à jouer dans l'avenir du pays. Mais en revanche, ce qui est tout à fait cruel, je crois, ou peut-être en lien avec une inexpérience de mobilisation, c'est qu'on n'en voit pas, me semble-t-il, des milliers et des milliers de manifestants désarmés à se jeter dans la gueule du loup si effectivement on n'a pas la garantie et la certitude qu'ils ne vont pas être réprimés dans le sang sans pouvoir eux se défendre. Et évidemment que c'est là une faute évidente sur ce qui est de Donald Trump. Je l'ai dit tout à l'heure, je crois que Donald Trump, quant à lui, est cynique, qu'il utilise les espérances légitimes des Iraniens qui sont sincères lorsqu'ils pensent qu'une main extérieure va venir de bon cœur les sauver de leur dictateur épouvantable, parce qu'encore une fois, ils vivent l'enfer, ils vivent la cruauté avec la République islamique d'Iran. Mais ce qui est malheureux, c'est d'exploiter cette espérance-là et de ne pas pouvoir lui apporter un débouché qui soit immédiat et surtout qui soit une démocratie durable. Il y a aujourd'hui une diversité d'oppositions et de forces vives à l'intérieur du pays. Les opposants, ils ont soit été emprisonnés, soit ils ont été tués. Donc un moyen pour la communauté internationale qui doit aider les Iraniens. Je ne dis pas évidemment que la communauté internationale, elle a non seulement le devoir, mais elle y est engagée. Il faut secourir les Iraniens. Mais ce n'est ni, à mon sens, en faisant des guerres, comme ça a été le cas en juin dernier, et ce n'est pas en nourrissant des espoirs d'un nouvel homme providentiel qui viendrait comme cela et qui résoudrait tout. L'autre pays qui suit en permanence l'évolution des équilibres en Iran, de quelle manière vit-on ces événements côté israélien, Claire Duhamel ? Alors que les pays du Golfe ont plaidé pour une non-intervention militaire américaine en Iran, le ressenti ici en Israël est bien différent. Une majorité de la population israélienne soutient l'idée d'une opération militaire américaine sur le sol iranien pour faire chuter le régime des mollahs après plus de 2 semaines de manifestations sanglantes, puisque l'Iran est perçu ici comme l'ennemi numéro 1 d'Israël, celui qui arme et finance les différents proxys, les groupes armés que combat Israël, aussi bien le Hamas à Gaza que le Hezbollah au sud Liban ou encore les rebelles Houthis au Yémen. Les Israéliens ont en tête juin 2025 et la guerre de 12 jours qui ont vu s'affronter Israël et l'Iran dans la première confrontation armée directe de plusieurs jours entre les deux pays. Il y avait eu ici en Israël 24 morts, ce qui reste faible compte tenu de l'ampleur des attaques de missiles balistiques qui ont visé l'État hébreu. Et selon les Israéliens, cette guerre de 12 jours, elle a montré la suprématie israélienne aussi bien d'un point de vue militaire que d'un point de vue des renseignements. Et c'est pour ça qu'une majorité de la population israélienne soutient l'idée d'une opération militaire américaine, même s'il demeure néanmoins une minorité dans la population qui, elle, dit craindre une guerre régionale et qui s'oppose à l'idée de frappe contre le régime des mollahs. Shirin Ardakhani, vous évoquiez les frappes survenues en juin dernier par les États-Unis et Israël. Israël a un rôle à jouer, d'après vous, dans l'évolution de la situation en Iran ? Écoutez, je ne sais pas si Israël a un rôle à jouer. Moi, ce que je sais, c'est que la communauté internationale, dans un cadre multilatéral, c'est-à-dire avec les instances qui aujourd'hui ont été pensées au sortir de la Seconde Guerre mondiale, avec la Charte des Nations Unies qui a posé des règles très claires. Il y a un exécutif, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a une Assemblée générale où
toutes les nations ont voix au chapitre dès lors qu'il y a des menaces pour la paix et pour secourir éventuellement des peuples qui ont besoin d'être secourus. Et aujourd'hui, il est possible, et c'est même le devoir, je l'ai dit, de la communauté internationale de le faire. Est-ce que c'est à un État d'agir à sa guise selon ses propres intérêts? Est-ce que... non, je ne le crois pas. Je ne crois pas que les Américains seuls, de la même façon que l'État israélien seul, doivent décider de la façon dont eux devraient intervenir pour sauvegarder ou pas, ou faire un régime change. Qu'est-ce que ça veut dire un régime change? Ce n'est pas aux États étrangers de décider de qui doit tomber et quand. Ce sont les Iraniens qui se sont engagés dans cette lutte impitoyable pour la chute de leur dictateur. Et s'ils doivent avoir des sauveurs, eh bien je ne crois pas qu'ils les trouvent du côté ni israélien ni américain. Et du côté européen, les Européens ont pris la mesure du soulèvement, d'après vous, lorsque Sébastien Lecornu, le Premier ministre ici en France, justifie la prudence côté français par le cas de Cécile Kohler et Jacques Paris, toujours à l'ambassade de France à Téhéran à l'heure où nous nous trouvons, et dont le sort semble lié à celui de Manieh Esfandiari, jugé ici même en France. C'est du moins ce qu'indiquent les autorités de Téhéran elles-mêmes. Ça justifie effectivement qu'on fasse profil bas en Europe? Nous savons que le régime iranien utilise ce qu'on appelle à tort la diplomatie des otages, qui n'est ni plus ni moins qu'une rançon sur les vies humaines, et en l'occurrence sur la vie de deux de nos compatriotes, que j'ai d'ailleurs assisté, ou en tout cas à leur famille, Cécile Kohler et Jacques Paris. Il est bien évident que c'est un moyen de pression absolument sadique, là, de nouveau, qui vise à contraindre la parole française. Mais il n'a pas fallu attendre le cas de Cécile Kohler et de Jacques Paris pour que, malheureusement, l'Union européenne ne trouve pas de chemin pour s'imposer et surtout faire respecter à la fois le droit international, mais surtout et une vision pour intervenir. Et on voit bien que les Européens ont une voix qui est absente. Ils ont commencé par mal qualifier les événements. On a eu pendant quelques jours des réactions au plus haut sommet de l'État et au plan de la diplomatie française qui n'étaient pas tout à fait à la mesure de la situation, en parlant de violence, qu'il fallait aller vers la retenue. Quand on est en présence, encore une fois, de crimes contre l'humanité, on n'appelle pas à la retenue. On appelle évidemment à une action. Et il faut, je crois, et c'est l'avocate qui parle, poursuivre et juger devant la justice internationale ceux des bourreaux du peuple iranien qui aujourd'hui sont en train de se livrer à une boucherie. Pour autant, l'Iran n'a pas que des adversaires sur la scène internationale. Aujourd'hui, qui sont les fidèles, ceux qui ont pris leur distance, ou tout simplement ceux qui ont disparu, Mayana Essiatagen? Alors, même constat qu'en juin dernier, avec la guerre des 12 jours, Téhéran est de plus en plus isolé. On l'a dit, l'axe de la résistance, les différents groupes sont affaiblis, mais il y a aussi la disparition des alliés syriens ou encore vénézuéliens. Et puis, les poids lourds gardent une distance avec, par exemple, le cas de la Russie. C'est l'allié militaire et diplomatique. Vladimir Poutine est longtemps resté silencieux avant d'appeler son homologue iranien ce vendredi pour lui apporter son soutien, sans plus de promesses. Car selon les experts, depuis que la Russie est capable de fabriquer ses propres drones, eh bien, la Russie n'aurait plus besoin de l'Iran. Pékin, ensuite, c'est le partenaire commercial de l'Iran. Là aussi, celui qui achète 90% du pétrole iranien garde un silence rationnel. Pourquoi ? Eh bien, peut-être parce que le président américain a de son côté annoncé l'imposition de 25% de droits de douane pour les pays qui continuent à commercer avec l'Iran. Alors, il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a la Turquie, et puis plus proche de nous, des Européens comme l'Allemagne. Au final, ceux qui ont demandé activement au président américain de ne pas agir militairement, ce sont des pays qui ne sont pas considérés comme des alliés traditionnels, l'Égypte, Oman, le Qatar ou encore l'Arabie Saoudite, autant de pays qui s'inquiètent d'une potentielle déstabilisation de la région. Et les scènes que l'on observe actuellement en Iran ne sont pas sans rappeler le mouvement vert de 2009, né du sentiment d'injustice après la victoire proclamée de l'ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad à l'élection présidentielle, et en soutien à son adversaire réformateur d'alors, Mir Hossein Mousavi. Retour sur la répression à l'époque en images. Ils brandissent comme un trophée ce bouclier pris à la police anti-émeute. Ces images filmées hier par un témoin nous parviennent de plus en plus difficilement. Les autorités iraniennes veulent effacer le témoignage des partisans de Mir Hossein Mousavi qui continuent de dénoncer la fraude électorale.
10 morts et 100 blessés au cours des 3 heures de manifestation d'hier, mais aussi des arrestations. Ici, un groupe de gardiens de la Révolution, reconnaissables à leur gilet de camouflage, arrête 2 manifestants. Ils ne savent pas qu'ils sont discrètement filmés par un témoin courageux qui nous a fait parvenir ces images. Même la fille de l'ancien président du Parlement, Rafsanjani, a été arrêtée quelques heures pour avoir dénoncé la réélection d'Ahmadinejad. Cet après-midi, 1 millier de manifestants se sont rassemblés au cœur de Téhéran pour rendre hommage aux martyrs de la manifestation d'hier. Le pouvoir iranien a du mal à étouffer la rue. Ici, la commission du Parlement pour la sécurité, avec ses religieux, dénonce ce qu'elle appelle l'ingérence de l'Occident dans les affaires iraniennes. La promotion de l'anarchie et du vandalisme par les puissances occidentales et leurs médias est absolument inacceptable. Première puissance visée, la Grande-Bretagne, qui voit son ambassade menacée, qualifiée de nid d'espions, comme le fut l'ambassade américaine à Téhéran en 1979, avant une prise d'otage qui allait durer plus d'1 an. Les diplomates britanniques rapatrient leurs familles. Shirin Ardakhani, depuis 2011, le candidat malheureux d'ailleurs, le réformateur Mirhossein Mousavi, aujourd'hui âgé de 83 ans, est assigné à résidence sans jamais avoir été jugé. Lui qui fut pourtant Premier ministre de longues années en Iran, c'est dire de quoi est capable le régime face à toute forme de remise en question? Mais vous savez, c'est très compliqué parce que Mirhossein Mousavi est effectivement sans doute un criminel contre l'humanité, un criminel de guerre, responsable de la mort de milliers et de milliers d'opposants qui ont été exécutés. Et en même temps, j'étais très jeune en 2009, mais je me souviens aussi que les Iraniens massivement ont cru voter pour lui, pensant qu'une réforme de l'intérieur était possible avant de voir leurs espoirs déchus. Donc vous savez, tout est toujours très compliqué en Iran. Et de nouveau, lui-même, à l'heure où nous nous parlons, alors qu'il s'agit sans doute, je l'ai dit, d'un criminel, et lui-même assigné à résidence depuis 14 ans. Donc on voit que rien n'est simple, que les Iraniens ont tantôt cru dans la réforme. Aujourd'hui, une chose est sûre, ils ne croient plus que ce régime peut être réformé de l'intérieur. C'est une rupture qui est consumée. Ils l'ont dit, mort aux dictateurs, nous voulons la fin de la République islamique, de cette dictature théocratique, misogyne et militarisée. Et je crois que c'est l'agrégation de tous ces mouvements, de 2009 en passant par 2019, 2022 et encore cette année, qui va faire que de toute façon ce régime tombera. Merci Shirin Ardakhani d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous présidez l'association Iran Justice. C'est la fin du monde dans tous ses états. Vous pouvez retrouver notre émission sur notre site internet france24.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.